passe la parole à Pascal Nicot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Perrion, mes chers collègues. Je voulais aborder donc le point du pacte pour la ruralité. Merci d'avoir fait état de son avancement. Je voulais quand même commencer par vous dire que la situation des territoires ruraux, de la ruralité, est extrêmement mauvaise. Et au risque de vous décevoir, je crois qu'elle s'est encore empirée depuis 2 ans, date à laquelle ce pacte a été adopté. Je vais pas faire la liste ici de l'ensemble des difficultés qui sont apparues, mais on le voit avec les fermetures de classes qui sont de plus en plus nombreuses en zone rurale, les fermetures de gares. Vous nous parlez de rendre les gares plus attractives et innovantes en milieu rural. Mais ce qu'attendent les habitants de ces territoires, c'est déjà que les gares soient ouvertes, que des trains y circulent et s'y arrêtent, et qu'ils puissent accéder à des guichets pour acheter leurs billets. Et c'est de moins en moins le cas. Je passe outre les fermetures de bureaux de poste, de services publics, etc. Les mesures fiscales qui ont été annoncées dernièrement et qui vont pénaliser grandement les habitants des territoires ruraux. Je passe sur les 80 km/h. La baisse annoncée de la PAC, la détérioration du réseau routier, etc., etc. Alors, dans votre situation sur l'avancement du pacte, vous nous parlez de territoires fragiles. Et je l'avais évoqué en commission, j'aime pas ce terme. Ces territoires-là, ils ne sont pas fragiles, ils sont délaissés. C'est parce qu'ils ont été délaissés qu'ils sont fragilisés. Ils ne sont pas intrinsèquement fragiles, ces territoires. Ils le sont devenus par la faute de politiques publiques qui ont été mises en œuvre depuis des décennies. Alors, pour améliorer la situation, qu'est-ce que peut faire la région? Je ne le crains pas grand-chose compte tenu des budgets qui sont alloués. En réalité, ce qu'il faut, c'est un plan Marshall pour la ruralité. Et ce plan Marshall, il peut être décidé qu'au niveau de l'État français. Sur les 230 millions d'euros du pacte, il y en a déjà plus de la moitié qui sont consacrés au développement du numérique pour pallier les insuffisances, les manquements des opérateurs. Alors c'est très bien que la région accélère l'accès au numérique et la suppression des zones blanches téléphoniques, bien évidemment. Mais elle vient là simplement remplacer des actions qui auraient dû être menées par les opérateurs eux-mêmes. Sur le reste, on voit que ce pacte est une somme de saupoudrage alors pour l'apprentissage, pour le réseau routier, pour le développement économique, pour la santé, pour la culture, mais ça reste vraiment des montants qui sont malheureusement trop faibles. En matière d'aménagement du territoire, j'avais compris que l'alpha et l'oméga des financements de cet aménagement, c'était précisément les fonds européens dont on nous bassine depuis des années, et en particulier pour la ruralité, les fonds FEADER, LEADER. Je crois pas trahir de secret en disant que j'ai assisté lundi en commission à une scène assez surréaliste où finalement on vient de nous expliquer que la région a recruté une quinzaine de fonctionnaires pour traiter des dossiers de financement européen leader. Pour certains d'ailleurs, si j'ai bien compris, le montant du coût administratif pour traiter le dossier est supérieur au financement lui-même. Donc j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, véritablement. On a là de l'argent qui, comme l'a rappelé Pascal Gana ce matin, est payé par la France au budget de la Commission, qui lui en restitue à peu près les 2/3. Et encore, quand il faut essayer de dispatcher ces fonds sur des projets concrets, on s'aperçoit que les porteurs de projets s'arrachent les cheveux et on est obligé d'embaucher des fonctionnaires. C'est n'importe quoi. Alors, moi, j'ai lu avec attention ce que vous proposez, ce que vous mettez en œuvre en termes d'apprentissage
en territoire rural. Évidemment, sur le papier, ça paraît une idée magnifique. Et comment peut-on être opposé au fait que partout, dans tous les territoires, il y ait des formations de proximité qui permettent aux jeunes qui sont sur ces territoires-là de se former. Le seul problème, si vous voulez, c'est que il y a malgré tout besoin d'avoir des formations performantes, de qualité, et je crains fort qu'on n'ait pas les moyens d'en avoir partout, pour tous. Donc il va falloir sans doute aller vers des regroupements pour avoir des formations efficaces, efficientes, et ça sera abordé dans la commission apprentissage, mais je crois que pour ce qui nous concerne, la meilleure façon de traiter ces besoins d'apprentissage et de formation professionnelle, c'est de le confier aux branches professionnelles. Parce que les branches professionnelles, ce sont elles qui connaissent les besoins, et puis elles savent ce que c'est que d'utiliser correctement l'argent qui est dans leurs entreprises. J'en viens enfin à cette histoire assez étonnante du plan de la perspective Ma Région 2050. Bon, je ne reviens pas sur le SRADET parce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises ce que j'en pensais, mais Ma Région 2050, c'est-à-dire on va se projeter à 32 ans. Si on regarde 32 ans en arrière, on était en 1986. Je doute fort que quelle que soit la qualité des gens qui vont travailler sur ce Ma Région 2050, s'ils avaient travaillé en 1986, je ne pense pas qu'ils auraient dessiné une région telle qu'elle est aujourd'hui. Quand George Orwell a écrit 1984, c'était en 1949, c'est-à-dire 35 ans avant. Il avait vu juste sur l'évolution de nos sociétés, hélas, mais quand même en se trompant de près de 35 ans lui-même, puisque c'est aujourd'hui que ça se produit. Alors moi je vais vous dire, sur Ma Région 2050, moi j'en vois un d'évolution qui me paraît extrêmement inquiétante. C'est ce qu'on appelle communément le grand remplacement. Parce que si vos majorités restent en place jusqu'en 2050, alors effectivement il sera effectif. Et je doute fort que les experts que vous allez désigner pour travailler sur ce Ma Région 2050 étudient cette opportunité de futur triste pour notre région. Je vous remercie. Je laisse la parole à Roch Brancourt. Oui, je voulais simplement réagir rapidement aux propos tenus par Monsieur Nicot tout à l'heure. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire en reprenant, entre guillemets, Sophie Bringui lors du dernier comité de ligne dans la Sarthe, je voulais dire que la perspective que des guichets puissent fermer dans des gares ne signifie pas des fermetures de gares. C'est important, je ne joue pas sur les mots. C'est une chose qu'un guichet réduise son amplitude horaire, voire ferme, c'en est une autre que la gare soit fermée aux usagers, voire qu'elle ne fonctionne plus. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus en détail sur le sujet, mais je tenais à faire cette précision qui est importante à mon sens. Merci. Je laisse la parole maintenant au président de la commission pour répondre aux différentes interventions. Pascal Nicot, bon bah alors voilà, on l'a évoqué donc à plusieurs reprises au niveau de la commission. Territoire fragile, c'est notre appellation. Territoire délaissé, c'est chacun son truc. Donc on continuera à l'appeler territoire fragile. Je pense que ça ira bien comme ça. Et quand on dit que c'est du saupoudrage, 230 millions de saupoudrage, bien pire. Et pour les fonds européens sur l'égal, effectivement, c'est compliqué. Ce n'est pas du fait de la région, hein, c'est le fait donc des logiciels. On l'a dit, Pascal Ganal l'a répété ce matin. Nous allons réunir le 3 septembre prochain l'ensemble des présidents d'égal de la région Pays de Loire. Bruno Retailleau l'a demandé. Il l'avait donc travaillé donc début 2016 donc en disant qu'il fallait que ce soit clair, précis et donc objectif dans la mise en œuvre. La présidente donc, a renouvelé ce qui avait été dit en 2016. Donc nous allons regarder comment nous pouvons avancer. Il y a eu donc du personnel qui a été embauché. Les contrats ont été reconduits. Ce n'est encore pas suffisant puisque, et je vous l'accorde, hein, c'est un travail qui va être fait par les différentes présidents de région pour améliorer et certainement trouver des solutions pour améliorer, je disais,
le fonctionnement donc, de ces gares.